Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons réaliser le modèle Alex, disponible pour enfants du 3 au 12 ans et pour femmes du 34 au 46. Il s'agit d'une blouse longueur mi-fesse ou d'une robe longueur genou. Elle présente un empiècement aux épaules doublé, des fronces sur les devants et un pli au dos pour donner du volume. Il y a deux options de manches possibles. Une manche courte bouffante, froncée sur la tête de manche, et une manche longue bouffante au poignet, avec une fente indéchirable et un poignet resserrant. Il y a également trois options au niveau du col. Un col de chemise classique avec pied de col, un col officier et un col lavalière. Les poches poitrine sont optionnelles, ainsi que les poches côté pour la version robe. Pour la robe, la ceinture et les passants sont optionnels et elle présente deux petites fentes sur le côté, également optionnelles. Le niveau est intermédiaire à avancé. On ne vous conseille pas ce patron si vous êtes vraiment débutante, mais il peut être un bon challenge pour apprendre de nouvelles techniques et finitions. Comme souvent, le niveau varie en fonction des options choisies. La manche courte est plus simple et plus rapide à réaliser que la manche longue, car elle a moins de points techniques, comme la fente indéchirable et la manche froncée au poignet. Pour les cols, la version la plus simple est le col officier, mais suivi de près par le col chemise classique, où il y a simplement une pièce en plus, le tombon de col. Le col lavalière est un peu plus technique à poser et requiert de la précision. La version robe n'est pas spécialement plus difficile que la version blouse, mais elle est plus longue. Mais rien ne vous empêche d'enlever certains détails pour aller plus vite, comme la ceinture, les passants, les fentes et les poches. Avec ce patron, vous apprendrez à monter un empiècement doublé, assembler des poches prises dans la couture côté, assembler un col lavalière, chemise ou officier, coudre une fente indéchirable et une fente côté. Pour ce modèle, on vous conseille de préférence un tissu tissé, fluide, non élastique. Ici, on a une version en viscose qui donne un très joli tombé. On pourrait aussi imaginer de la popeline, de la batiste, un satin de coton, une broderie anglaise, du lin ou de la double gaze. Alex est aussi très joli en plumetis, comme sur cette version, avec un tombé un peu différent de la viscose. Enfin, on a testé une version robe en tencel qui était très jolie. Pour les fournitures, vous n'aurez besoin que de deux choses. Une toile fine thermocollante qui va vous servir à renforcer certaines pièces, des boutons de plus ou moins 11 mm de diamètre pour le boutonnage devant et les poignets pour la version manche longue. On vous en montre différents styles ici, des boutons en métal or de 11 mm et des boutons plus petits de 9 mm dans un style différent. Juste une petite précision avant de démarrer. Je vais coudre deux versions enfant en 7 ans, les marges sont donc de 7 mm. Pour la version femme, n'oubliez pas de passer à des marges de 1 cm, sauf si indication contraire. On commence par l'entoilage. On vous conseille de bien adapter votre type d'entoilage à votre tissu pour éviter tout effet cartonné qui contrarierait le tombé du vêtement. Il vous faut entoiler la patte de boutonnage devant. Pour cela, il faut redessiner la pièce du patron à partir de la ligne de pliure indiquée sur le patron et enlever les marges de couture de 7 mm au niveau de l'encolure et de l'épaule et de 2,5 cm au niveau de l'ourlet du bas. Pour l'option manche longue, entoilez la moitié des poignets qui correspondra au poignet extérieur. Faites attention à bien entoiler les poignets de façon symétrique par rapport au repère, cela a une importance pour la suite. Pour l'option col chemise et officier, il faut entoiler un pied de col sans les marges de couture, il correspondra au pied de col extérieur. On fait de même pour le tombant de col pour l'option col chemise.
il correspondra au tombant de colle extérieur. Si vous avez choisi l'option lavalière, il faut thermocoller la partie entre les repères du patron qui sera cousue à l'encolure, toujours sans les marges. Cela correspondra à la lavalière extérieure. Enfin, si vous avez choisi l'option poche-côté pour la robe, il faut entoiler sur 1,5 cm de poches en symétrie qui correspondront aux 2 sacs de poche. On a surjeté ou surfilé les lisières de la poche. On réalise un rentré de 2,5 cm en haut de la poche et on le pique. On vous le montre ici, déjà piqué. On repasse ensuite des rentrées de 7 mm sur tous les autres côtés. Je m'aide de mon surjet qui fait aussi 7 mm. On épingle la poche sur le devant selon les repères du patron. On pique tout autour de la poche au plus près du bord. On vous montre de l'autre côté avec la seconde poche déjà cousue. Vous pouvez renforcer les entrées de poche en commençant et en terminant la piqûre par un triangle comme ici. On commence par réaliser le pli au dos. On plie envers contre envers le dos selon le pli milieu et on aligne bien les repères. On pique le long des repères sur 6 cm. On aligne ensuite le milieu dos avec la couture précédemment faite en écrasant ainsi le pli et on repasse. On épingle et on surpique le pli en place dans la marge des coutures. Si vous préférez, il est aussi possible de réaliser le pli à l'inverse et donc de vous retrouver avec cette partie-là sur l'endroit. Dans ce cas, il vous suffit d'interchanger l'endroit et l'envers dans les explications précédentes. Pour avoir une belle finition avec toutes les coutures enfermées, l'empiècement est monté en fourreau ou selon la technique du burrito. Les deux noms existent. C'est un peu plus long à réaliser, mais les finitions valent vraiment la peine. On commence par placer endroit contre endroit l'empiècement extérieur sur le haut du dos et on épingle. On place ensuite l'endroit de l'empiècement intérieur contre l'envers du dos. On replace les épingles à travers les 3 épaisseurs, puis on pique les 3 épaisseurs à 7 mm. On vient ensuite placer les 2 empiècements envers contre envers et le dos dans la continuité. On repasse bien et en option, on peut surpiquer les empiècements. On passe au devant. On surfile ou surjette la parmenture des devants tout du long. L'étape qui suit est seulement pour l'option lavalière. On plie endroit contre endroit la patte de boutonnage sur les devants selon la ligne de pliure indiquée sur le patron et on épingle. On pique à 7 mm de l'extrémité jusqu'au repère d'arrêt de la lavalière. Voilà, on a piqué ici. On crante dans la marge de couture au niveau du repère en s'arrêtant juste au-dessus de la piqûre. C'est ici qu'il est important d'être bien précis dans la piqûre et le crantage. On dégarnit l'angle et on retourne sur l'endroit en prenant soin de bien retourner l'angle. On répète bien sûr en symétrie. On reprend le montage pour toutes les options. On réalise 2 lignes de fronce sur les épaules des devants, entre les repères du patron, avec un point long et une faible tension de fil. On fait attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre. Une petite précision, on ne pique que dans l'épaule du devant, pas dans la parmenture qui, elle, est écartée pour l'instant. On place endroit contre endroit les épaules des devants avec celles de l'empiècement extérieur. L'empiècement intérieur est écarté, il sera assemblé plus tard. On fait correspondre les extrémités et les repères, puis on répartit les fronces des devants afin qu'ils soient de même longueur que les épaules de l'empiècement.
On vient ensuite plier les parmentures des pattes de boutonnage envers contre envers sur les devants, selon le repère de pliure du patron. On replace les épingles à travers les 3 épaisseurs. On pique dans la marge de couture les devants et l'empiècement extérieur pour maintenir les fronces en place. La patte de boutonnage est également prise dans la piqûre. On répète en symétrie sur l'autre devant. Voilà, on a piqué ici. On roulotte bien serré les devants, puis le dos. On attrape l'empiècement intérieur et on le passe au-dessus des devants et dos pour placer les épaules en droit de l'empiècement contre envers des devants. On épingle. Puis on pique à 7 mm toutes les épaisseurs. Voilà, on a piqué ici. Pour retourner le travail, on tire sur un rouleau par une emmanchure et le reste va suivre. On coupe tous les fils qui dépassent et au besoin, on enlève également les fils de fronce. On repasse bien les coutures et en option, on peut surpiquer les empiècements. Le principe de montage est le même pour le col chemise classique et le col officier. La seule différence est qu'il y a un tombant de col en plus à assembler pour le col chemise, sinon toutes les autres étapes sont identiques. Pour le col chemise uniquement donc, on place endroit contre endroit les tombants de col et on épingle. On pique à 7 mm sa grande longueur et les 2 petits côtés. On dégarnit les angles, puis on retourne sur l'endroit et on repasse. En option, on peut surpiquer le tour du col pour bien l'aplatir. On passe ensuite au pied de col. Je vous montre ici pour une version col chemise. On préforme un rentré de 7 mm sur le long côté du pied de col non thermocollé. On commence par placer le tombant de col sur le pied de col thermocollé en alignant les milieux dos. Attention à bien vérifier, le pied de col thermocollé est contre le tombant de col non thermocollé. On épingle. On place ensuite endroit contre endroit le second pied de col. On épingle. Puis on pique à 7 mm les pieds de col. Pour la version col officier, le principe est le même, simplement il n'y a pas de tombant de col à prendre en sandwich. Voilà, on a piqué. Il est important de bien s'appliquer pour la couture de l'arrondi, pour avoir un pied de col bien régulier et surtout symétrique des 2 côtés. On réduit la marge de couture à 4 mm dans les arrondis, puis on crante ces arrondis. On retourne les pieds de col sur l'endroit et on repasse. On va maintenant assembler le col à l'encolure. Ici, je vous montre avec un col officier. On va venir placer endroit contre endroit le pied de col thermocollé le long de l'encolure extérieure en faisant correspondre les repères. On commence par le milieu dos. On n'épingle qu'un seul pied de col, le second est donc écarté. Au niveau des milieux devant, on peut faire dépasser le pied de col de 1 mm, cela permettra de faciliter la couture en absorbant toutes les marges de couture. On pique à 7 mm tout le long de l'encolure. Voilà, on a piqué ici. On crante la marge de couture tous les centimètres environ le long de l'encolure. On reforme le rentré de 7 mm sur la longueur du second pied de col non cousu et on l'épingle le long de l'encolure sur l'intérieur du vêtement, le long de la piqûre précédemment réalisée.
on vous conseille d'épingler, puis vraiment de bâtir avant de piquer à la machine cette couture pour avoir quelque chose de bien régulier. Une fois bâti, on peut ensuite piquer à la machine. Mais si la couture à la main ne vous dérange pas, le mieux est encore de réaliser des points glissés pour une finition vraiment invisible. C'est certes un peu plus long, mais le rendu est vraiment impeccable. Je commence donc par piquer pile dans le pli de l'ourlet du pied de colle. Ensuite, je viens piquer en face, dans l'encolure cette fois-ci, et je vérifie à chaque fois que le fil ne se voit pas sur l'endroit. Une fois fini, on peut enlever le fil de bâti. Voilà, on vous montre une fois cousu. En option, on peut surpiquer tout le tour du pied de colle. On place endroit contre endroit les deux colles et on épingle. On fait attention à bien aligner les lisières, car la lavalière coupée dans le biais a tendance à un peu s'étirer. On pique à 7 mm à partir du repère d'arrêt de la lavalière indiqué sur le patron jusqu'à l'extrémité, puis on pique dans la continuité le petit côté, puis la longueur, c'est-à-dire celle sans repère, l'autre petit côté, puis jusqu'au second repère d'arrêt de la lavalière. Voilà, on a piqué. On crante dans la marge de couture au niveau de l'arrêt de la lavalière jusqu'à la couture. C'est important d'être bien précis à cette étape. On dégarnit ensuite les angles. On va ensuite retourner chaque partie libre de la lavalière sur l'endroit. Vous allez vite vous en rendre compte, cette étape est un peu longue et fastidieuse, mais permet une belle finition du col lavalière. Vous aurez ainsi une lavalière sans aucune couture visible. Je pense qu'il doit exister une technique ou un outil magique pour pouvoir aller plus vite, mais malheureusement je ne l'ai pas encore trouvé. On prend soin de bien retourner les angles. Je vous montre ici sur une moitié de colle, mais il faut bien sûr faire de même avec l'autre côté. Une fois la lavalière retournée sur l'endroit, on place la partie non cousue du col thermocollé endroit contre endroit le long de l'encolure en faisant correspondre les repères. On commence par les milieux dos, puis les autres repères. On n'épingle qu'un seul col, le second col est donc écarté. Si vous n'avez pas de décalage, vous devriez tomber pile au niveau du cran précédemment réalisé dans la parmenture et les devants. On pique à 7 mm du repère arrêt couture indiqué sur le patron jusqu'au second. La lavalière n'est donc pas entièrement cousue à l'encolure, il y a une partie libre qui permet de laisser la place pour faire un joli nœud. On réalise un rentré de 7 mm sur la longueur du second col non cousu et on l'épingle le long de l'encolure, sur l'intérieur du vêtement, le long de la piqûre précédemment réalisée.
On bâtit, puis on pique le col à l'encolure du repère arrêt couture au second sur l'endroit du vêtement pour avoir une piqûre bien régulière. On vous conseille vraiment de bâtir avant de piquer à la machine cette couture pour avoir quelque chose de bien régulier. Et si la couture à la main ne vous dérange pas, le mieux est encore de réaliser des points glissés pour une finition vraiment invisible. C'est certes plus long, mais le rendu est vraiment impeccable. Je commence donc par piquer pile dans le pli de l'ourlet du col. Ensuite, je viens piquer en face dans l'encolure cette fois-ci, et je vérifie à chaque fois que le fil ne se voit pas sur l'endroit. Une fois fini, on peut enlever le fil de bâti. Et voilà le résultat. Les marges de couture données dans ce chapitre sont les mêmes que ce soit pour l'enfant ou pour la femme. On commence par la version blouse que l'on va coudre avec des coutures anglaises pour avoir de belles finitions. Vous pouvez également suivre ces instructions si vous souhaitez faire la robe sans poche-côté ni fente. On place envers contre envers les devants et le dos. Et on pique les côtés à 5 mm du bord. On recoupe la marge de couture à 3 mm. On retourne la blouse endroit contre endroit et on repasse soigneusement la couture. On surpique à 1 cm de la couture pour enfermer les marges de couture dans cette nouvelle couture. Et voilà une fois cousu. Les coutures anglaises permettent de très belles finitions car aucune lisière n'est visible. On passe à la couture côté de la version robe. Si vous ne souhaitez pas réaliser les poches côté, placez endroit contre endroit les devants et dos et piquez à 1,5 cm de l'emmanchure jusqu'au repère de fente. On répète de l'autre côté. Pour l'option poche prise dans les coutures côté, on commence par surjeter ou surfiler le tour de poche et les côtés devant et dos. On vient placer endroit contre endroit un sac de poche dont l'entrée a été thermocollée sur un côté devant en alignant les repères d'ouverture de poche. On épingle, puis on pique à 10 mm du bord entre les repères. On répète en symétrie avec le second sac de poche. On place endroit contre endroit une poche sur un côté dos en calant les repères et on épingle. On pique à 15 mm entre les repères. On répète en symétrie avec l'autre poche. On place endroit contre endroit les devants et dos. Les ouvertures de poche doivent être bien calées et on écarte bien les marges de couture des poches pour ne pas les prendre dans la piqûre. On épingle. Puis on pique à 15 mm du repère d'ouverture bas au repère de fente. Des emmanchures au repère d'ouverture haut. Une fois piqué, on réalise un cran dans la marge de couture du devant uniquement, à environ 5 mm des repères d'ouverture de poche. Attention à ne pas couper dans la marge de la poche. On place ensuite les poches sur l'envers des devants et dos. On repasse les sacs de poche, c'est-à-dire les poches cousues au devant, et on surpique à 5 mm entre les repères, uniquement pour le sac de poche donc. On superpose les poches endroit contre endroit, on aligne les lisières et on épingle.
On pique à 7 mm le contour des poches pour les tenir ensemble. On finit en ajoutant des points de renfort en faisant des allers-retours aux entrées de poche. On ouvre les coutures au fer et on repasse dans la continuité les fentes. On a surfilé les lisières des dessous de manches. On réalise ensuite 2 lignes de fronce sur les têtes de manches entre les repères indiqués sur le patron, avec un point long et une faible tension de fil. On fait attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre. On plie endroit contre endroit les manches et on épingle. On pique à 7 mm les dessous de manches, puis on ouvrira la couture au fer. On enfile endroit contre endroit la manche dans le corps et on aligne l'emmanchure en commençant l'épinglage par le dessous de manche et la couture côté du corps. On continue ensuite avec les repères épaules. Attention, une petite précision, le repère épaule est indiqué sur l'empiècement, mais il ne correspond pas à la couture d'assemblage devant empiècement. On épingle le long de l'emmanchure en calant les repères devant, puis les repères dos. Pour le repère dos, il correspond à la couture d'assemblage dos et empiècement. On tire sur les fils de fronce de la tête de manche jusqu'à ce qu'elles soient de même longueur que l'emmanchure. Je fais un 8 avec mes fils de fronce autour de l'épingle pour bloquer les fils et ainsi bien répartir mes fronces. La manche est très froncée sur un petit espace, c'est ce qui va lui donner cet aspect bouffant. On pique à 7 mm, puis on surfile ou surjette les lisières de l'emmanchure ensemble. On vous montre sur la seconde manche déjà cousue. On a surfilé ou surjeté le bas de manche. On fait un rentré simple de 2 cm. Ou, si on préfère, on peut aussi faire 2 rentrées de 1 cm. On repasse, on épingle et on pique. On vous montre sur la seconde manche où l'on a choisi de faire un rentré simple de 2 cm. On surfile les lisières des dessous de manches. On s'attaque ensuite aux fentes indéchirables. On ouvre les fentes en coupant le long de la ligne de fente. On ouvre la fente bien à plat et on place l'endroit de la pièce fente contre l'envers de la manche. On aligne les lisières et on épingle les deux extrémités. Si on piquait tel quel à 7 mm, on risquerait de se retrouver avec des plis au niveau de l'extrémité de la fente. C'est pourquoi il faut placer l'extrémité de la fente à 4 mm de la lisière de la pièce fente, comme ceci. On pique à 5 mm. On vous montre à la machine comment piquer pour ne pas avoir de plis au niveau de l'extrémité de la fente. C'est plutôt simple, il faut juste s'appliquer et prendre son temps. On pique donc à 5 mm. Au niveau de l'extrémité de la fente, on tire d'abord la manche vers nous, puis on laisse planter l'aiguille dans le tissu, on soulève le pied de biche et on fait passer l'excès de tissu vers l'arrière, puis on rabaisse le pied de biche. On continue ensuite la piqûre, toujours à 5 mm de la lisière de la pièce fente. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Il n'y a aucun pli. On repasse un rentré de 5 mm sur la longueur non cousue de la pièce fente. On replie la pièce en deux en prenant ainsi en sandwich les marges de couture et on épingle le long de la ligne de couture précédente.
On pique au plus près du bord. Voilà la fente cousue. On vient ensuite plier la manche endroit contre endroit et on pique l'extrémité de la pièce fente en diagonale sans piquer la manche. Je vous montre sur la seconde fente déjà cousue. On repère bien la partie devant et dos de la manche grâce au repère sur la tête de manche. Un simple repère signale le dos et un double repère signale le devant. On replie la partie devant de la fente sur l'envers du bas de manche et on pique dans la marge de couture pour tenir en place. On va maintenant refermer la manche en la pliant endroit contre endroit. On épingle, puis on pique à 7 mm les dessous de manche. On ouvre ensuite la couture au fer. C'est ce que l'on a fait ici sur la seconde manche. On passe au montage des poignets. On a réalisé 2 lignes de fronce sur le bas de manche avec un point long et une faible tension de fil. On fait attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre. On divise le bas de manche en 4 parties égales et on marque par des épingles. On fait de même avec le poignet en faisant attention à choisir le bon poignet, droit ou gauche, en fonction des repères. La moitié thermocollée se place endroit contre endroit avec la manche et sera donc sur l'extérieur, et la partie dépassante, où il y a donc le repère, est située vers le dos, c'est-à-dire là où il y a la fente non pliée. On divise la longueur non thermocollée d'un poignet en 4 parties égales, du repère à l'autre extrémité, moins 7 mm. On préforme un rentré de 7 mm sur l'autre longueur. On place l'endroit du poignet non thermocollé contre l'envers du bas de manche en faisant correspondre les épingles. Du côté devant, c'est-à-dire là où la fente est repliée, le poignet dépasse de 7 mm. La fente dos, c'est-à-dire la fente non repliée, s'aligne avec le repère. On tire sur les fils de fronce du bas de manche jusqu'à ce qu'ils soient de même longueur que le poignet. Je fais un 8 avec mes fils de fronce autour de l'épingle pour bloquer les fils et ainsi bien répartir mes fronces. On pique à 7 mm les 2 épaisseurs. On plie le poignet en deux dans sa longueur, endroit contre endroit, et on pique le petit côté devant à 7 mm. Au niveau du côté dos, on pique à 7 mm en suivant l'angle du poignet. On dégarnit les angles et on retourne le poignet sur l'endroit en prenant soin de bien retourner les angles. On retourne la manche sur l'endroit, puis on reforme le rentré de 7 mm sur la seconde longueur non cousue du poignet et on l'épingle le long de la couture précédemment réalisée. On pique au plus près du bord. On vous montre sur l'autre poignet déjà cousu. On pense aussi à retirer les fils de fronce au besoin. On enfile endroit contre endroit la manche dans le corps et on aligne l'emmanchure en commençant l'épinglage par le dessous de manche et la couture côté du corps. On continue ensuite avec les repères épaules. Attention, une petite précision, le repère épaule est indiqué sur l'empiècement et ne correspond donc pas à la couture d'assemblage devant et empiècement. On continue d'épingler le long de l'emmanchure en calant les repères devant, puis les repères dos. Il se peut qu'il y ait un peu d'excès de matière, c'est-à-dire de l'embu.
On répartit alors l'embu entre les repères devant et dos. Normalement, ça devrait pouvoir se répartir avec les doigts. Mais si vous n'y arrivez pas, dans ce cas-là, il faudra passer un fil de fronce entre les repères. Il vous aidera alors à résorber l'embu. On pique à 7 mm, puis on surfile ou surjette les lisières de l'emmanchure ensemble. On vous montre sur l'autre manche. On commence par préparer les passants de ceinture en surfilant ou surjetant une longueur du passant. On plie ensuite la bande en 3 dans le sens de la longueur en plaçant le bord non surjeté à l'intérieur. On surpique la bande à 2 mm le long des deux longueurs. Voilà, on a piqué. On coupe la bande en 2 morceaux égaux et on obtient nos 2 passants. On pique les passants au niveau des coutures côtés selon les repères indiqués sur le patron. On replie d'abord les extrémités et on surpique les passants avec un point droit ou un point zigzag fin et resserré, ce que l'on a choisi de faire ici. On vous montre sur l'autre passant déjà cousu. On passe à la ceinture. On place endroit contre endroit les 2 extrémités de la ceinture et on pique à 7 mm, puis on ouvre les coutures au fer. On plie la ceinture en 2 dans sa longueur, endroit contre endroit. On épingle. Et on pique à 7 mm sa longueur. On retourne la ceinture sur l'endroit. Personnellement, j'utilise une épingle à nourrice que je pique dans la marge de couture et qui m'aide à retourner plus rapidement ma ceinture. Sinon, ça peut être une étape un peu longue et fastidieuse. Une fois la ceinture retournée sur l'endroit, on réalise des rentrées de 7 mm aux extrémités de la ceinture en emprisonnant les lisières à vif à l'intérieur de la ceinture. On pique au plus près du bord sur l'endroit pour maintenir en place les rentrées. Pour l'ourlet de la blouse ou de la robe, on commence par surfiler ou surjeter le bas du vêtement. On retourne la patte de boutonnage endroit contre endroit selon les repères du patron et on épingle. On la pique à 2,5 cm selon la ligne de pliure de l'ourlet. Je préfère marquer cette mesure au stylo pour être vraiment précise. On dégarnit les angles des 2 côtés et moi je préfère aussi recouper la marge de couture de la patte de boutonnage pour éviter d'avoir trop de surépaisseur. Ensuite, on retourne la patte sur l'envers du vêtement. On commence par l'ourlet de la blouse ou de la robe sans fente. On fait un premier rentré sur 1 cm et on repasse. Puis on réalise un second rentré de 1,5 cm et on repasse une nouvelle fois. On épingle et on pique. Si on préfère, et en fonction du tissu utilisé, s'il est un petit peu épais, on peut faire un ourlet simple en réalisant une seule rentrée de 2,5 cm. Pour l'ourlet de la robe avec fente, il y a une étape en plus pour avoir de jolies finitions au niveau des fentes. On place les rentrées de fente endroit contre endroit sur les devants et le dos et on épingle. On pique à 2,5 cm selon la ligne de pliure de l'ourlet. Encore une fois, je préfère marquer la mesure au stylo pour être bien précise. On recoupe la marge de la fente. Et on retourne les rentrées de fente sur l'envers du vêtement. Pour l'ourlet, on fait un rentré simple de 2,5 cm au bas des devants et du dos, ou
au choix un rentré double de 1, puis 1,5 cm, et on épingle. On pique les ourlets et les fentes en une seule couture, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à broder les boutonnières sur le devant, patte de droite au porté, selon les repères indiqués sur le patron. On coud les boutons en vis-à-vis. On fait de même pour les poignets pour la version manche longue. Les boutonnières sont faites sur le côté devant au niveau du poignet, c'est-à-dire le côté non dépassant, et les boutons sont cousus en vis-à-vis. Et voilà, votre blouse ou robe Alex est terminée. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, et maintenant c'est à vous de jouer.